Dans l'architecture religieuse, militaire ou représentant le pouvoir politique et la noblesse, la modénature fait partie intégrante de la structure. Architecture dans laquelle les portes d'entrée, les baies, les angles sont bâtis avec des pierres taillées et souvent moulurées. Elle imprime un style, elle marque une époque. Dans les maisons un peu moins riches, les décors à la chaux vont permettre d'imiter la pierre, soit en mortier avec de la matière en relief, soit directement en badigeon, en peinture à la chaux. Venant recouvrir ce que l'on ne veut pas voir, des matériaux de structure supposés manquer de noblesse, elle peut être simple cosmétique ou véritable œuvre d'art. La connaissance de la mise en œuvre de la chaux s'est perdue pendant quelques décennies, remplacée par le tout ciment. Dans les années 80, ce savoir-faire a commencé à se reconstituer, un savoir-faire très ancien qui concerne l'utilisation des chaux aériennes et hydrauliques dans tous les stades de la construction. À partir de 1945, dans un premier temps, la priorité c'était de reconstruire les logements, de reconstruire l'outil industriel. Et c'est un peu plus tard, dans un deuxième temps, que dans les années 60, on a commencé à s'occuper à nouveau du patrimoine avec la technique ciment. Et il a fallu attendre 10 ou 15 ans pour arriver à mesurer l'ampleur des désastres que ça engendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de désastres. Bien sûr, bien sûr. Des remontées capillaires qui venaient pourrir des peintures murales qui avaient 5 siècles. Enfin, et j'en passe, et des meilleurs, y compris des bâtiments médiévaux qui venaient s'écrouler parce que c'était des bâtiments à pans de bois, et on mettait du ciment d'un côté, du ciment de l'autre. On faisait une couverture complètement étanche à la vapeur d'eau. Et bien l'ossature bois qui était à l'intérieur, qui avant était recouvert soit par du plâtre, soit par de la terre, soit par de la chaux, qui sont des liant perspirant, là on mettait une couverture étanche comme un caouet, comme un film plastique, et le bois pourrissait à l'intérieur et l'immeuble tombe. Dans les années 80, on a commencé à se poser des questions, et il y a un certain nombre de jeunes architectes qui se sont penchés sur le sujet en disant mais quels étaient les liants, quels étaient les mélanges qui étaient employés à cette époque-là. On a commencé à faire des essais. Et puis de là a commencé à s'engendrer toute cette démarche vers un retour à la chaux, en sachant que nous, quand nous avons commencé à travailler à la chaux, donc dans les années 80, la chaux avait disparu. Donc, quand on observe finalement très souvent un produit fini, quand on arrive et qu'on nous dit regarde cet ouvrage, etc., il nous semble très élaboré, très compliqué, et on se dit mais jamais on va arriver à faire un truc pareil. Et en fait, moi quand j'ai des stagiaires, quand j'ai des élèves, eh bien je vais leur détailler les opérations. Et puis je vais leur dire, voilà, mettre une règle en alu, la mettre de niveau, tu y arrives, ouais, ben, je mets mes 2 règles, je remplis, et puis je tire, j'y arrive, je trace avec un niveau, j'y arrive, et chaque opération étant détaillée, eh bien, à l'arrivée, eh bien, ils y arrivent. Il faut simplement faire les étapes les unes après les autres, les faire au bon moment, et s'appliquer un tant soit peu. Et le résultat est garanti. Et c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, moi j'ai eu des stagiaires qui par ailleurs étaient des artisans, mais qui n'avaient jamais fait de fausse pierre. Ils m'ont envoyé 15 jours après les photos d'un portail d'entrée qu'ils avaient fait en fausse pierre. C'était magnifique, il n'y avait rien à dire. La chaux, dont la trace la plus ancienne aujourd'hui remonte à 6000 avant Jésus-Christ, c'était de la chaux aérienne, donc ça veut dire que c'est un calcaire relativement pur, avec moins de 5% d'argile, on le cuit à entre 8 et 900 degrés, et on obtient de la chaux vive, on l'éteint. Bon, toutes ces méthodes-là ont été bien utilisées, les Égyptiens, les Romains, etc. Jusqu'à ce qu'on puisse monter en température. On a du gaz carbonique dans le calcaire. Et quand on cuit ce calcaire, le gaz carbonique s'échappe. Cette chaux, elle va chercher à reconstituer le calcaire de départ. Et pour ce faire, quand on va l'appliquer sur un mur, sur un sol, sur un plafond, elle va fixer le gaz carbonique de l'air, elle va ce qu'on appelle la carbonatation. Elle va reabsorber ce gaz carbonique pour faire son durcissement. Et on va remplir tout ça pour après faire ce qu'on appelle une modénature qui va simuler une chaîne d'angles harpés. Alors tout ce langage architectural, il va se mettre en place progressivement au XVIe siècle. Et il va bien sûr après se poursuivre et se raffiner. Donc déjà on commence à avoir des éléments de décor assez intéressants sous Henri IV.
Et puis ça va se raffiner, se diversifier avec sous vitresse. Et puis bien sûr, après il y a d'autres éléments de décor sur la façade qui ne vont pas se résumer à la modénature, mais qui vont être aussi le fer forgé, les balcons, etc. et tout, qui vont se rajouter comme éléments de décor. Et ces éléments de décor, c'est aussi une façon de montrer son rang social et le savoir-faire des entreprises qu'on embauche. Et donc par là, le rang social de celui qui a cette maison, puisqu'il a réussi à payer de la main-d'œuvre de haute qualité. Donc là, vous voyez que la chaîne d'angle arpée, elle commence à naître. Donc à ce moment-là, on va venir la retravailler, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va venir la retravailler un petit peu pour lui donner cet aspect pierre. Voilà, avec les accidents de surface, avec les coups de burin qui, quand on a extrait la pierre de la carrière et quand on l'a taillé, etc. Voilà. Là, ce joint où j'ai passé la lame du cutter en fond pour donner cet effet de profondeur et de joint de pierre superposés. Voilà, et là, je n'ai pas passé le cutter. Et effectivement, on n'a pas encore cet effet de pierre. Les arêtes, on les épaufre un tout petit peu. Parce qu'on est censé avoir une pierre qui a un peu vieilli, donc elle ne sort pas de la carrière, elle n'a pas des arêtes hyper régulières. Là, on va enlever l'aspect lissé du mortier, déjà, pour redonner le grain de la pierre. Évidemment, dès si on a beaucoup de trous dans une pierre, on a intérêt à mettre un peu de granulométrie importante, de façon à ce que quand on brosse, les gros grains tombent et ça va nous faire des petits trous, ça va être moucheté, comme la pierre qu'on va vouloir imiter. Ce qui fait que même quand on arrive aussi de ce côté, on a cette rupture entre la matière de la pierre et la matière de l'enduit. C'est important de bien la marquer, même sur l'épaisseur ici. Maintenant, on va procéder à la phase de la coloration. La coloration, ça va se faire avec des patines. La patine, ça fait partie de la famille des laits de chaux. C'est des choses qui sont très colorées. Donc tout ce qui est lait de chaux, badigeon, ça se fait toujours avec de la chaux aérienne. Hein, c'est la chaux la plus pure et la plus blanche. C'est celle qui va le mettre le plus en valeur nos pigmentations. Donc en général, on va toujours travailler avec des dosages, donc pour être sûr de pouvoir après par la suite reproduire les couleurs que là. Donc on va bien araser. Voilà. Là on a des ustensiles qui sont en fait des ustensiles de cuisinier, de pâtissier, et avec lesquels on va faire les dosages. Après ça c'est des petites casseroles. Et ici on a un jeu de petites cuillères qui sont chacune bien sûr étalonnées, et chaque fois qu'on fait un mélange de couleurs, on note bien soigneusement le nombre de cuillères de l'une ou de l'autre qu'on a pris, de façon à pouvoir bien évidemment reproduire la couleur une fois qu'on a trouvé celle qui nous convient. Voilà. Donc là les pigments, eh bien, les pigments ce sont des pigments naturels. Ici c'est de l'ocre jaune d'Apt. Voilà, la patine doit permettre de colorer notre support, de le teinter, mais surtout pas de couvrir la granulométrie et les grains, puisqu'on a fait exprès de brosser pour avoir cet effet de pierre. Voilà. C'est un matériau qui tient dans le temps, en particulier parce que là, on est avec un mortier qui est à base de chaux aérienne, qui est encore frais. On passe une patine qui est à base de chaux aérienne, qui est encore frais, qui est frais sur frais. À ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle le phénomène de la carbonatation, parce que la chaux aérienne, on y reviendra, fait sa prise en absorbant le gaz carbonique de l'air, donc elle va venir mettre une petite pellicule de carbone par-dessus la coloration, va venir l'emprisonner un petit peu comme le phénomène d'une fresque, et là vraiment on a une tenue qui est super. Et c'est le gros avantage, c'est un peu la magie de la chaux aérienne, avec la coloration et avec la pigmentation, c'est vraiment le liant par excellence qui va s'accorder le mieux avec le pigment naturel, qui va venir le protéger, le mettre en valeur. Voilà. Donc, au plus on monte en hydraulicité, au plus on a une meilleure reprise en milieu humide, mais au moins on a de perspirance, au plus on a de résistance mécanique élevée, mais au moins on a de souplesse d'élasticité. Donc, ça veut dire que dans le choix du type de chaux qu'on va employer selon l'ouvrage qu'on a réalisé, il va falloir qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche de la résistance mécanique? Est-ce qu'on cherche de l'hydraulicité?
Ou au contraire, est-ce qu'on cherche de la souplesse, de la perspirance et aussi de la blancheur en ce qui concerne par exemple les badigeons. Dès qu'on va faire de la peinture à la chaux, on va chercher le plus de blancheur possible, le plus de clarté possible, soit pour faire du blanc, tout court bien sûr, soit pour au contraire mettre en valeur des pigments naturels qu'on va mélanger. Et bien sûr, au plus on a un pigment, une chaux qui est blanche, au plus le pigment va être mis en valeur. Si on a une chaux qui commence à être de plus en plus grise, au plus qu'on est hydraulique, on va avoir une coloration qui va être un petit peu éteinte. Par-dessus, on viendra remettre une petite patine, un peu plus délicate, surtout beaucoup moins couvrante, de façon à faire un petit peu l'usure. Et là, c'est le noir. Donc le noir, celui-ci c'est du noir d'ivoire. Il faut savoir qu'on a en gros 3 origines pour le noir, et qui sont après les mêmes origines qui sont utilisées depuis le paléolithique, depuis qu'on commence à peindre avec de la couleur. Donc le noir d'ivoire, ben, c'est de l'os calciné. Après on a ce qu'on appelle le noir de vigne, c'est du charbon de bois. Et le noir minéral, c'est du charbon tout court. Donc pour la patine, c'est comme pour le reste. Il vaut mieux au départ en mettre un peu moins, quitte à revenir pour en remettre. C'est ce qu'on appelle une patine à l'éponge. Voilà. Il y a plusieurs types de patines, bien sûr. Et la première que j'ai passée tout à l'heure au pinceau, c'était la patine de coloration. C'était celle qui donnait la couleur de base. Et là, par-dessus, bien, on vient faire cette petite usure qui va donner un petit peu de la profondeur et de la vibration à notre fausse pierre. Voilà. Dans le mot tradition, il y a une chose qui est importante dans l'étymologie, c'est tra, c'est à travers, d'arrêt, c'est donner à travers, c'est transmettre. Et donc la tradition, c'est pas quelque chose de figé, c'est qu'on avance et on transmet.